l'APNA, c'est l'association de protection de la nature et des animaux de Sciences Po Ex. Je l'ai créée il y a 2 ans, donc j'étais en 2e année à Sciences Po, tout simplement parce que j'estime aujourd'hui que la cause animale est une cause essentielle, une cause très importante qui doit être traitée dans les écoles de grande ampleur comme Sciences Po. Et elle est en partenariat officiel avec WWF France. Elle dispose de différents pôles, le pôle refuge où on va aider les différents refuges de la région, le pôle WWF France où nos équipes de l'APNA sont en partenariat avec les équipes de WWF France. On a notamment assisté à la COP 21 l'an dernier. Le pôle campus vert, où on essaye effectivement de transformer Sciences Po Ex en un campus éco-responsable, notamment par la promotion du tri sélectif. Et enfin, le pôle éducation, où nous assistons les écoles, où nous mettons en place des activités à la sensibilisation de la protection animale et de la protection environnementale. Aujourd'hui, on organise une conférence sur la violence, la maltraitance animale en relation avec la violence intrafamiliale. On espère qu'il y aura pas mal de monde parce que c'est une cause qui est très importante, c'est un sujet qui est d'actualité. Qui pourtant attire votre attention. Pourquoi ? Eh bien parce que cette phrase est le reflet d'une triste réalité, et elle démontre le lien entre la cause animale et la cause humaine. Il faut savoir que l'animal est sentinelle muette de la maltraitance humaine, autrement dit, que la cruauté animale est un marqueur de violence extrême, et que bien souvent, la dénonciation de la maltraitance sur les animaux permet d'éviter le passage à l'acte sur les humains. Il est donc important, avant d'entamer cette conférence, de dire que la cause animale n'est pas une cause que l'on doit faire passer après la cause humaine. Les deux se complètent. Il faut lutter contre la violence de manière générale. Aujourd'hui, la conférence porte donc sur le thème suivant, violence intrafamiliale et maltraitance animale. Pour nous éclairer sur ce sujet, 3 intervenantes de différents milieux sont présentes. Tout d'abord, Madame Anne Chicard, qui est criminologue, juriste spécialisée dans les violences intrafamiliales, violences scolaires et violences au travail. Elle travaille aussi auprès des auteurs de violences dans la prévention de la récidive et des victimes. Merci d'être avec nous. La deuxième intervenante de ce soir est Madame Magali Richaud, qui est avocate au barreau de Béziers dans l'Hérault, pratiquant notamment le droit de la famille, le droit pénal et bien sûr le droit animal. Et enfin, la dernière intervenante de ce soir est Madame Marie-Christine Favé, vétérinaire, créatrice de Animaux et spécialiste dans l'approche de la relation homme-animal. Merci d'être avec nous ce soir, mesdames. Et comme je vous ai dit, 3 intervenantes, 3 approches différentes du sujet. Et je laisse tout de suite la parole à Madame Anne Chicard qui va commencer la conférence par une approche criminologique. Je vous remercie. Alors, moi je vais commencer d'abord par vous montrer un petit court-métrage qui est tiré de mon livre J'ai peur pour ma maman, qui est un livre, comme son nom l'indique, sur les enfants exposés aux violences intrafamiliales. Je ne vais pas mettre tout le court-métrage, mais au moins la partie où il y a une maltraitance sur l'animal, et puis après j'enchaînerai. Mais je commence par le petit film. Subi par sa mère et exposé en direct à ses comportements. Nous entrons dans sa tête, comme dans ses émotions, dans ses cris autant que dans son silence. La caméra numéro 2 dessine la sombre réalité. Par le biais de représentations graphiques, un nuage noir et la violence au masculin nous saisit. Quelques traits colorés pour une sombre réalité, tout simple et tout impactant. La dernière caméra est davantage explicative, qui rend compte, en élargissant la focale, de ce quotidien vécu par tellement d'enfants. C'est court, comme une scène violente. C'est suffisant, comme une image choc. C'est touchant, comme un noir court-métrage. Pas besoin de longs propos pour parler, juste montrer. Montrer la violence conjugale vue de l'intérieur d'un petit bonhomme. Petit bonhomme qui va grandir, sans nul doute. Mais cette mémoire s'installe longuement dans la vie, jusqu'à la traverser dans toute sa longueur. Il lui faudra rencontrer d'autres humains pour guérir un peu de ce début de vie tourmenté. Il lui faudra rencontrer des compteurs pour régler autrement ses comptes qu'à la sauce violente. Je m'appelle César, j'ai 10 ans. Sophie, c'est ma grande sœur, elle a 3 ans de plus que moi. Mes parents se sont divorcés quand j'avais 4 ans. Mon père a une nouvelle petite copine. Je vois pas beaucoup d'ailleurs. Avec ma mère et ma sœur, on
On habite dans un petit appartement au 4e étage, au Jazz de Bouffant, à côté de la maison de Paul Cézanne. Même si papa n'était plus avec nous, on était là quand même. Ma sœur et moi avons toujours voulu avoir un petit chien. Ma mère, pour nous faire la surprise, nous a emmenés à la SPA. Nous avons craqué sur une petite chienne blanche qui nous faisait les grands yeux pour qu'on l'adopte. Et puis on l'a surnommée Plume. Je l'adore, ce chien est trop mignon. Après 4 ans de bonheur à 4 avec Plume, maman rencontra un nouveau monsieur. Sophie et moi étions contents qu'elle trouve un nouveau copain. On l'avait même encouragé. On lui avait donné un surnom en cachette qu'on appelle Superman. Au début, Superman était très gentil avec nous. Il nous achetait des petits cadeaux et demandait souvent à maman d'être plus cool avec nous. La belle vie, quoi. Puis un jour, Superman est venu vivre avec nous dans notre appartement. Là, petit à petit, j'ai découvert l'autre visage de Superman, le côté obscur de sa force. Il s'énervait de plus en plus souvent et criait plus facilement. À la maison, rien n'était assez bien pour lui. Moi, je trouvais que tout ce que maman faisait à manger était bon parce qu'elle le préparait avec amour. Pour Superman, rien n'allait jamais. J'avais envie de lui dire qu'il avait qu'à faire tout seul. Puis un jour, des coups sont arrivés, et j'ai été le premier sérieux. J'ai laissé mon verre sur la table du salon et Superman s'est mis soudainement en colère. J'ai eu le droit à une super gifle de Superman. Personne n'a rien vu car nous étions tous les deux à la maison. Là encore, je n'ai rien dit, Superman non plus, c'était notre secret. J'avais honte et je me disais que je l'avais peut-être mérité. Un soir, il s'en est même pris à une petite plume. Il l'a attrapé et jeté contre le mur. Quand elle est tombée par terre, il l'a frappée avec une chaise. Ma petite plume toute blanche est devenue toute tachetée de rouge. Nous avons fait semblant de sourire. Jusqu'à ce jour, je ne croyais pas qu'un adulte pouvait être si méchant. C'était tellement horrible que je n'arrivais pas à y croire. Après, Sophie a lavé Plume le plus doucement possible. Maman a nettoyé le mur, le sol et la chaise. Nous avons alors confié Plume à une dame que ma mère connaissait. Elle lui a fait son convalescence. Ça me l'a mis du bon dans mon cœur de savoir qu'on l'a chouchoutée. Elle le méritait bien. Même si je n'avais pas encore vu Superman frapper ma mère et ma sœur, j'étais persuadé au fond de moi qu'il l'avait déjà fait. J'avais comme une sorte d'intuition. Le mec sympa du début était devenu méchant. Superman, en fait, c'était plutôt un genre de Dark Vador. Voilà. Je m'arrête là. On avait trouvé en guise d'introduction, ça pouvait être intéressant. Alors, déjà, on commençait par quand même quelques chiffres, quelques études qui témoignent du lien qui existe entre la maltraitance animale et les violences intrafamiliales. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes, il y en a beaucoup, qui sont essentiellement aux États-Unis. Alors déjà, une étude de Frank Cassion, réalisée dans 5 refuges de victimes de violences familiales. De cette étude, on a pu constater que 75% des femmes violentées qui avaient un animal de compagnie ont déclaré que leur animal avait été aussi maltraité. 75% des cas. 11 fois plus de maltraitance animale dans les violences où règne la violence que dans les autres familles. Toujours de Frank Cassion, 66,7% des enfants de ces refuges avaient maltraité un animal et 37,5% d'entre eux avaient blessé ou tué leur animal de compagnie. Pareil, toujours sur une étude de Frank Cassion, 36,8% des garçons et 29,4% des filles victimes de violences familiales maltraitaient également leur animal de compagnie. Dans un tiers des cas. Quand le partenaire menace l'animal dans le foyer,
il y a 5 fois plus de chances, plutôt de risque, d'être victime de violences conjugales. Autre étude, une étude qui a été faite aux États-Unis par DeGue et DeLillo sur 860 étudiants aux États-Unis. 60% des étudiants qui étaient témoins ou acteurs de maltraitance animale pendant leur enfance avaient été aussi victimes ou témoins de violences intrafamiliales. Une étude australienne de 2006, Gullon et Clark, 55% des jeunes condamnés pour cruauté envers les animaux étaient aussi auteurs de violences intrafamiliales. Voilà. Moi qui travaille également en détention, j'ai interrogé une centaine de détenus en leur posant juste la question, alors c'est pas en faisant une étude sociologique dans les règles de l'art, mais je leur ai posé juste la question, avez-vous déjà maltraité un animal? Et j'avais plus de 50% des cas où les personnes me répondaient oui, j'ai déjà maltraité un animal. J'ai été moi-même étonnée parce qu'en fait je leur avais jamais posé la question. Et je me souviens même d'un détenu qui m'a répondu oui, bien sûr, on a tous fait au moins une Flash Gordon. Alors je dis ça veut dire quoi avoir fait une Flash Gordon? Et il m'explique, vous voyez, vous prenez un chien ou un chat errant ou un rat, parce qu'à Marseille il y a pas mal de rats, et puis vous mettez de l'essence ou de l'alcool, et puis après vous mettez le feu, et puis il fait comme Flash Gordon, il va à toute vitesse. Voilà. Donc je posais pas la question, donc forcément il n'y avait pas une visibilité de ce lien. Mais j'ai posé la question et j'ai été étonnée de ces chiffres, mais qui rejoignent un petit peu toutes les études qui ont été faites. Alors en France, on est un pays en Europe où on a le plus d'animaux de compagnie. 53% des ménages ont au moins un animal de compagnie. Donc on est aussi concerné. Voilà un petit peu pour les chiffres que j'ai retenus qui marquent un petit peu le lien entre la violence intrafamiliale et la maltraitance animale. Maintenant, un petit peu peut-être de définition, c'est quoi la maltraitance animale? Alors là, je reprends encore Franck Assion. La maltraitance animale, c'est un comportement socialement inacceptable qui cause une douleur, une souffrance ou la mort de l'animal. Et la violence, qu'est-ce que c'est? La violence, c'est une agression, c'est une contrainte physique ou morale. Dans les violences intrafamiliales, il y a la notion d'emprise, un rapport de domination, de prendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'on met dans les violences intrafamiliales? On met bien sûr les violences conjugales, mais aussi les violences entre ascendants et descendants, les violences dans la fratrie, le viol, l'inceste, aussi tout ce qui est mutilation sexuelle, les mariages forcés. Tout ça, ce sont des violences intrafamiliales. Alors, pour bien comprendre le lien qu'il y a entre la violence intrafamiliale et la maltraitance animale, il faut déjà comprendre comment fonctionne la violence intrafamiliale, quels sont les mécanismes, quels sont les procédés utilisés par les auteurs de violences. Alors, c'est quelque chose, c'est les mêmes mécanismes que vous allez retrouver dans toutes les violences au sein d'un groupe ou d'un système, dans les violences au travail, dans les violences à l'école, voilà. Et donc dans les violences intrafamiliales, vous allez retrouver toujours de l'isolement des victimes. On va isoler la victime pour avoir une meilleure emprise. Moins elle connaît de monde, moins elle fréquente de monde, plus je peux avoir du pouvoir sur elle. Donc si c'est dans le cadre de violences conjugales, empêcher la personne de travailler, ou alors si elle travaille, lui prendre tout son salaire, l'empêcher de voir des amis, ou réduire le nombre des amis, empêcher de voir la famille, etc. etc. Aussi, autre procédé utilisé dans la violence intrafamiliale, c'est aussi la dévalorisation. Je dévalorise l'autre. T'es nul, tu ressembles à rien, mais à quoi? Mais personne ne te croira, mais tout le monde te prend pour un abruti ou une abrutie. Et puis là, on peut aussi utiliser dans ce cadre-là l'animal pour dévaloriser la victime. Tu vois, même le chien, il est plus intelligent que toi. Voilà, pour dévaloriser la victime. Et bien sûr, quand la victime est dévalorisée, ça a pour conséquence que petit à petit, la personne perd encore plus l'estime d'elle-même et puis qu'elle ne répond plus. Autre procédé utilisé dans la violence intrafamiliale, c'est le transfert de culpabilité. Les auteurs de violences conjugales sont très utilisateurs d'un mécanisme de défense qui s'appelle la projection. C'est toujours la faute de l'autre, c'est jamais de leur faute. C'est de ta faute, tu m'as énervé. Oui, mais attends, ce chien, il est dans mes pattes, c'est normal, il est toujours dans mes pattes. Et puis t'as vu, il a fait ses besoins là-bas. On va avoir toujours ce transfert de culpabilité. On a aussi, bien sûr, on instaure un climat de peur et d'insécurité. Donc ce climat de peur,
L'auteur de violence va se présenter comme tout puissant, le maître de la maison, il va utiliser des menaces, et ça peut être aussi bien sûr des menaces sur l'animal. C'est bien simple, ce chien il est encore entre mes pattes, je te le balance par la fenêtre. Bien sûr, ces menaces peuvent atteindre tous les autres membres de la famille. Représailles bien sûr sur les proches, sur les membres de la famille, sur des amis, et aussi bien sûr sur des animaux. Je vous donnerai des cas que j'ai pu rencontrer dans ma pratique professionnelle. Et puis, on peut retrouver la destruction de ce qui est important pour la victime. Et si l'animal est important pour la victime, ben, on peut s'en prendre à cette victime. On peut s'en prendre à cet animal, pardon. Aussi, on va retrouver, l'auteur va faire en sorte d'assurer son impunité. Comment je vais faire pour ne pas me faire attraper, en somme. Donc il va recruter des alliés, des amis. Alors il peut être très sympathique à l'extérieur, hein. On peut avoir des personnes qui ont un double visage, qui sont charmants, à qui on va dire je comprends pas, il est charmant, ton mari, oh là là, qu'est-ce qu'il est sympathique. Et il peut avoir un autre comportement, bien sûr, dans le foyer. Pas tous, hein, il y en a qui sont violents tout le temps, mais vous en avez aussi qui ont ce double visage, pour assurer leur impunité. On peut retrouver aussi de la provocation, toujours pour assurer son impunité. Et aussi, on peut essayer d'impliquer la victime dans le déroulement de certains faits pour la rendre complice. Si je prends par rapport à la maltraitance animale, ça peut être je t'interdis de donner à manger au chien, au chat, tu le laisses, sinon il va arriver quelque chose. Et du coup, la personne victime va être complice d'une certaine maltraitance animale par une carence, une privation de nourriture. Et du coup, j'ai encore beaucoup plus d'emprise vis-à-vis d'elle parce qu'elle se sent complice, donc coupable, et aura beaucoup moins de moyens de répliquer. Puisqu'on lui dira « mais c'est toi qui n'as pas fait manger le chien pendant une semaine ?» Voilà, je pense que c'était très important de comprendre les mécanismes de la violence intrafamiliale, en tout cas les procédés. J'y ai été très très rapidement, hein, mais c'est important d'avoir ça à l'esprit, sinon on ne peut pas vraiment comprendre ce que c'est que la violence intrafamiliale. Maintenant, je vous propose de voir quels sont les différents rôles joués par les animaux dans la violence intrafamiliale. Alors j'ai repéré 7 rôles, mais bon c'est personnel, hein, ça ne veut pas dire que tout le monde repère 7 rôles joués, et je vous donnerai des cas que j'ai pu rencontrer. Alors, premier rôle de l'animal dans la violence intrafamiliale, la violence sur l'animal peut être un moyen pour l'auteur de violence d'asseoir son emprise. C'est le cas à Larin, avec le petit César. Superman, qui vient Dark Vador, eh bien, il s'en prend à la petite chienne Plume, c'est pour envoyer un message et de dire que vous avez intérêt à obéir et à filer tout, hein, parce que sinon voilà ce qui va vous arriver. Là, l'animal est utilisé pour asseoir son emprise. L'auteur de violence va percevoir l'attachement du conjoint des enfants à l'animal et va l'utiliser pour asseoir l'emprise sur les membres de la famille. La violence sur l'animal va contribuer à entretenir l'emprise, le climat de peur et d'insécurité dont je vous parlais, l'angoisse, la tension, et va bien sûr freiner toutes les envies de révolte et de désobéissance. Tiens, ça peut m'arriver, il est capable de faire ça. Vous voyez, le petit César dit « Je ne savais pas qu'un adulte il était capable de faire ça. J'en étais pas. » Et il est terrorisé. Et alors qu'il est terrorisé, la maman, sa sœur Sophie, ils se regardent en souriant alors qu'ils ont peur. L'animal, il peut être aussi un objet permettant d'asseoir son emprise pour réduire au silence. C'est-à-dire que supprimer l'animal, qui est une source de réconfort, eh bien c'est aussi effectivement asseoir son emprise. Alors, ça peut être aussi par la menace. Ce chien, je vais l'éclater, tu n'es pas sûr de le retrouver ce soir. J'ai eu des cas où la personne, l'auteur de violence, éteignait sa cigarette sur l'animal, par exemple. D'autres cas, des défenestrations de chiens, de chats ou de lapins balancés par la fenêtre. Les représailles où la maltraitance annonce les violences sur les êtres humains, hein, comme si c'était annonciateur. Je vais y revenir tout de suite.
Mais le coup de pied donné à l'animal, on a l'impression que ce sera le coup de pied qui sera donné à quelqu'un d'autre dans la famille. Bon là, dans l'histoire de César, c'est César qui avait reçu une première gifle, et puis après il s'en était pris à l'animal. Mais c'est pas forcément dans ce sens-là. Autre rôle pouvant être joué par l'animal dans la violence intrafamiliale, c'est l'animal qui est utilisé pour dévaloriser l'autre et l'humilier. Alors on a tous en tête, vous savez, l'imagerie de la propagande nazie, où on voit le SS caresser son chien, plutôt son chat ou son lapin angora, et on est dans les camps de concentration où il y a de la cruauté envers les êtres humains. On a cette imagerie de la propagande nazie. Moi j'ai eu quelques cas aussi, où je pense là à une situation où monsieur était aquariophile et passionné par ses poissons, et il mettait tout le budget pour entretenir son aquarium, pour acheter de nouveaux poissons, et il y avait une privation de nourriture au sein de la famille. Les personnes n'avaient pas le droit de ci, de ça. Et il parlait à ces petits poissons en disant « vous êtes beaucoup plus intelligents qu'eux, il n'y a que vous qui me comprenez ». Voilà. Là, on utilise l'animal pour dévaloriser l'autre. Vous avez aussi des situations où monsieur ou madame, ça peut exister, dit à l'autre tu vas dormir avec le chien, voilà, tu vas dormir dans le garage avec le chien, ou tu dors par terre avec le chien. Là encore, l'animal est utilisé pour dévaloriser l'autre. Ça peut être aussi, j'ai eu le cas d'une monsieur là obligée à manger les crottes de lapin. Voilà, on utilise l'animal pour dévaloriser et humilier le partenaire ou l'enfant. Autre rôle utilisé par l'animal, c'est la violence sur l'animal comme moyen pour la victime d'extérioriser une colère bien entendue, comme un défouloir, ou de reporter la violence sur l'autre. Et oui, la victime, vous l'avez vu quand je vous ai donné les chiffres et les études, il ressort que les victimes peuvent être aussi les auteurs de maltraitance sur les animaux. Eh bien, cette colère que je ne peux pas, on aurait pu imaginer, par exemple César, cette colère qu'il ne peut pas exprimer, il aurait pu la reporter sur son animal. Là, ça n'a pas été le cas, mais on a des situations comme ça. La violence sur l'animal par la victime, où l'animal est un peu comme un bouc émissaire. Une sorte de violence par ricochet. La cruauté de l'enfant envers l'animal peut être aussi, bien sûr, le fait d'une reproduction de la violence dans laquelle il a grandi et qu'il considère normale par habituation. La violence sur l'animal peut être aussi faite par la victime ou par les victimes comme un acte de soumission à l'agresseur. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'utilise... T'as intérêt, tu le prives de nourriture, tu as intérêt à lui faire ça, sinon c'est toi qui passeras, ou je m'en prendrai aux enfants, par exemple. Donc des victimes peuvent être aussi forcées à violenter l'animal. On a aussi des victimes qui disent j'arrive plus à m'occuper de l'animal, qui ne se préoccupent plus du bien-être de l'animal, parce que l'énergie psychique a tellement été pompée que elles ne réagissent plus et elles voient un petit peu dépérir l'animal de la maison. C'est des situations que j'ai pu constater aussi. Quatrième rôle qui peut être joué par l'animal dans la violence intrafamiliale, l'animal qui serait un miroir du climat de violence. L'animal qui est annonciateur d'un changement climatique. Au sens changement climatique, il y a le beau temps et puis on sent les nuages au loin qui commence à devenir un peu plus gris, un peu plus noir, et le tonnerre, on l'entend au loin et qui va éclater de plus belle. L'animal comme annonciateur de changement climatique et bien sûr de la violence. On a tous cette image en tête de l'attitude de l'animal. L'animal qui va baisser les oreilles, la queue entre les jambes, qui va se faire le plus petit possible, se mettre dans un petit coin pour qu'on l'oublie. Qui va trembler, qui peut faire ses besoins tellement il est paniqué, qui va se cacher. Je me rappelle d'une femme qui me disait qu'elle avait, il me semble que c'était un hamster, en tout cas un rongeur, et il me disait pas moyen de déloger mon hamster, il se cachait derrière le frigidaire tant que monsieur était là, et pas moyen de l'en déloger. Et même, il
il n'allait même pas manger. Et quand monsieur partait, il ne sortait pas tout de suite de sa cachette, il attendait d'être sûr que monsieur ne reviendrait pas pour sortir de l'arrière du frigidaire. Donc effectivement, c'est là l'animal miroir de la violence. L'animal qui se laisse mourir, oui, j'ai des situations aussi comme ça que j'ai pu constater, notamment chez des femmes victimes de violences, où quand elles ont décidé de partir, certaines m'ont dit, c'est comme si mon animal il avait ressenti et il s'est laissé mourir juste avant que je parte, ou une fois que je suis partie, il s'est laissé mourir et il est mort. Voilà, là on voit l'animal miroir de la violence. Ensuite, effectivement, 5e rôle que peut jouer l'animal, en dehors du fait qu'il peut être un miroir de la violence, l'animal peut être une sentinelle, un guetteur, un lanceur d'alerte, un moyen de dénoncer, un moyen de démasquer une maltraitance conjugale ou familiale. Comme les suricates, vous voyez, ils repèrent le danger au loin, et bien là l'animal serait en mode suricate, en mode sentinelle. Alors, on a eu une enquête aux Pays-Bas de vétérinaires néerlandais, mais peut-être que Mme Favé y reviendra. 52% des cas de mauvais traitement des animaux s'accompagnaient de violences sur les êtres humains. Depuis avril 2011, les vétérinaires aux Pays-Bas doivent signaler les cas de maltraitance animale qu'ils constatent. Et il y a déjà eu des inspecteurs de la condition animale qui ont pu mettre en alerte leurs collègues du secteur social. Et a priori, il y a déjà des formations de policiers sur le lien entre les violences faites sur les animaux et sur les êtres humains. La maltraitance animale peut être donc un signe d'alerte. Pour protéger les victimes de violences, elle peut être un indicateur potentiel d'un comportement violent envers les humains. Nous avons Laurent Bègue, qui est professeur de psychologie sociale à Grenoble, qui parle de la cruauté envers les animaux comme d'un marqueur prédictif de la violence extrême. C'est ce que disait Charlène Blanc en introduction tout à l'heure. Comme ce que je vous disais quand j'ai interrogé les détenus sur avez-vous déjà commis de la violence sur les animaux. La maltraitance d'animaux en milieu familial, bien sûr, n'est pas forcément indicative de violence intrafamiliale, sinon on serait à 100%. Il n'y a pas de déterminisme absolu, mais c'est un facteur de vulnérabilité, un facteur de risque indéniable. Encore plus quand cette maltraitance est répétée effectivement, quand elle est répétée ou qu'il y a de l'alcoolisme, etc. Et c'est vraiment un facteur prédictif, plutôt de risque, un facteur de vulnérabilité. 6e point, le 6e rôle que peut jouer un animal, c'est l'animal qui a un réconfort, qui a un soutien pour la victime, ou qui défend la victime, ou les victimes. L'animal qui console l'enfant, on a beaucoup de victimes, on dit et j'ai l'impression qu'il ressent quand je vais mal et il vient me voir quand je suis au plus mal et puis il n'y a que lui. Et il sait tout, il sait les moments où je suis pas bien et il me rejoint. Là j'ai eu une jeune fille, une adolescente, il y a 3 semaines, qui m'a dit moi c'est bien simple, s'il n'y avait pas eu mon chien je serais plus là. Une jeune fille qui a grandi dans la violence intrafamiliale. Elle a dit que c'est mon chien qui l'a sauvée, c'est quelqu'un qui a fait des tentatives de suicide et elle évoque cela. Et pour elle, c'est son chien qui l'a sauvée. L'animal réconfort, soutien de la victime. 7e rôle qui peut être joué par l'animal, c'est un animal qui finalement est un frein au départ pour la victime. Alors là, j'ai vu qu'il y a plusieurs études des différents chiffres. En gros, ça va de 20% à 40%. Et je vais retenir les 20%. Environ 20% des femmes victimes de violences possédant un animal de compagnie disent avoir retardé le moment de la séparation pour préserver leur chien ou leur chat. Voilà. C'est vrai que j'ai eu des situations. Là, je me souviens d'une femme qui me disait non, mais je peux pas partir. Je peux pas partir parce que moi j'ai mes 2 dogs allemands et c'est pas possible, je peux pas les laisser. Elle n'avait pas de revenus pour pouvoir payer une pension. Bien sûr, 2 dogs allemands, il y avait personne pour pouvoir lui garder. Et c'était vraiment son frein au départ.
Vous avez aussi ce que je disais, je vais pas le répéter, mais l'animal aussi qui se laisse mourir. Voilà sur les 7 rôles que j'ai pu que je liste, les 7 rôles que l'animal peut jouer dans la violence intrafamiliale. Alors pour terminer, j'ai envie de dire, on est, en tout cas en France, dans notre société, je trouve, sur un lien qui est invisible, en tout cas que les gens ne voient pas. Le lien entre la violence intrafamiliale et la maltraitance animale. Et tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on n'en parle pas. Personnellement, j'anime des groupes de parole depuis plusieurs années. Eh bien, c'est assez rare que les personnes victimes abordent le sujet de la maltraitance animale. Et quand je mets le sujet dans le groupe de parole, tout de suite, je vais avoir « Ah ben moi, il a fait ça avec mon chien, moi, il a fait ça avec mon lapin, moi, il a fait ci, moi, mon chien, il a fait ci. » Tout simplement parce qu'on ne posait pas la question et on ne s'intéresse pas. Comme les femmes victimes de violence. Je reçois très régulièrement des femmes victimes de violence, elles viennent jamais en disant « Je suis victime de violence ». Voilà. C'est aussi en posant la question qu'on sait qu'il y a de la violence à la maison. Et c'est exactement pareil. Le lien, aujourd'hui, il est invisible. Et moi, je remercie beaucoup Hélène Rissot et puis Charlène Blanc, parce que grâce à vous et grâce à ce type de conférence, ce lien devient de moins en moins invisible. Voilà, j'en ai fini. Merci. C'est au tour de Madame Richaud maintenant de faire son intervention, dans une approche plus juridique cette fois. Comme ça marchera mieux. Dans un article publié chez Dalloz, le professeur François Pascolini a affirmé que parfois l'animal est alors instrument de la haine, objet ou victime de l'insondable douleur de la vie. C'est ce que le lien nous révèle. Si on s'attache à définir ce qu'est une famille et qu'on ouvre le dictionnaire connu de tous les étudiants en droit, à savoir le cornu, dans une des variantes, le professeur Cornu propose de déterminer la famille comme le groupe de personnes vivant sous le même toit, ce qu'on appelle la domus. Qu'est-ce que c'est finalement une famille traditionnelle ? C'est ad minima un couple, avec parfois un enfant, et éventuellement une personne majeure vulnérable au sein du foyer et un animal de compagnie. C'est pour ça que, comme chacun de ces éléments est parfois présent, chacun de ces éléments peut être victime. L'animal victime est une sentinelle muette de chacune des maltraitances sur les autres agents de la famille, donc le couple, donc le partenaire, l'enfant ou la personne vulnérable. Il faut entendre par personne vulnérable une personne âgée de plus de 60 ans ou une personne souffrant d'un problème de mobilité réduite ou d'un handicap psychique. Pour ce qui concerne le plan, je vous propose d'aborder 3 liens, à savoir le lien entre violence conjugale et maltraitance animale, le lien entre enfance maltraitée et violence animale, et enfin le lien entre violence sur personnes vulnérables et maltraitance animale. Dans chacun des 3 cas, je vous exposerai par quelques slides le même plan, à savoir les mesures préconisées généralement sur l'ensemble de la planète, pour tous les pays, le droit comparé, ce qu'on peut trouver essentiellement aux États-Unis, parce que les principales études, les principaux apports sont de cette origine, les actualités journalistiques, la législation nationale et les demandes de prise en compte de ce lien en France. Pour ce qui concerne le lien entre violence conjugale et maltraitance animale, on parle d'animal objet de pression sur le conjoint et d'une fonction d'alerte de l'animal. Alors, pour ce qui concerne en France, les mesures préconisées sur le volet social. On a la préconisation d'un accueil des victimes et de leurs animaux sous le même toit, ce qui a été mis en exergue par ma collègue, une prise en charge des animaux par des associations en parallèle de la prise en charge de la victime, le cas échéant, ça a été mis en place dans d'autres pays, et une meilleure communication entre les services sociaux et les acteurs du monde animal. En effet, quand des agents de la DDPP ou des services vétérinaires ou des services de l'ASE constatent un problème dans la famille, il est important qu'ils communiquent entre eux parce que l'une des victimes peut cacher d'autres victimes. Les mesures préconisées sur le volet juridique,
Et il est patent qu'il est nécessaire de redéfinir l'infraction de violence domestique, puisque à travers le monde, il y a de nombreux pays où elle n'existe pas. Il faut inclure l'animal dans l'ordonnance de protection de l'enfant dans certains pays, et l'ordonnance de protection du conjoint, surtout maltraité. Il faut modifier dans certains pays les contours du secret professionnel pour prendre en compte la possibilité de dénoncer ce type d'infraction pour chacun des praticiens. Et il faudrait également, idéalement, un procureur par parquet dédié aux violences faites sur les êtres sensibles, humains et animaux, ce qui lui permettrait de mener des instructions croisées pour ne rater aucune des victimes. Pour ce qui concerne le droit comparé, l'inclusion de la maltraitance animale dans l'infraction de violence domestique a été mise en place dans 8 États aux États-Unis, à savoir l'Alaska, c'est tout nouveau, vous avez peut-être vu ça sur le site 30 millions d'amis, ça a été mis en place en février 2017, l'Arizona, le Colorado, l'Indiana, le Maine, le Nebraska, Nevada, New Hampshire et Tennessee. Ce qui concerne l'assimilation à la maltraitance des personnes âgées, ça n'a rien à faire là, donc voilà, vous avez un petit avant-goût de la suite. Pour ce qui concerne les lois connexes, il existe par exemple une demande d'ordonnance de protection recevable quand l'animal du foyer est volontairement blessé ou tué en Floride. Donc dès que l'animal, il y a une atteinte à sa corporalité, son corps, c'est automatique, elle est accordée. Pour ce qui concerne encore l'intégration de l'animal dans les ordonnances de protection, il y a 29 États, dont la Géorgie, l'Ohio, je vous laisse lire la suite, qui ont mis ça en place. Et il faut savoir qu'en seulement 4 ans, entre 2011 et fin 2013, il y a 3128 ordonnances de protection qui ont été rendues par ces 29 États. Ça montre quand même que ce n'est pas une situation négligeable. Pour ce qui concerne le secret professionnel à l'étranger, il y a des obligations vétérinaires de dénoncer la maltraitance sur l'animal en Alabama, en Arizona, en Illinois, etc. Il y a des obligations vétérinaires de dénoncer la situation par rapport aux deux, par rapport à l'enfant et à l'animal, dans le Colorado. Et par contre, aucun État américain où toute personne doit dénoncer les deux. Pour l'actualité mettant en scène le lien entre la violence familiale et la violence sur l'animal au niveau du couple. On a une situation qui s'est passée sur Fontainebleau et qui a été parue dernièrement le 23 mars 2017. Donc ici on a une femme qui bat son mari et qui étrangle le chihuahua familial. À Saint-Gervais-sur-Marne, édition 14 mars 2017 de Midi Libre, il vole le chien de son ex-compagne, battu, en menaçant de la tuer. Carcassonne, il tue à coups de pied, frappe sa compagne et menace de l'avorter avec un pic à brochette. À Gorce, dans le Lot, un agriculteur tue son épouse après l'avoir violentée psychologiquement de longues années. Cet homme avait commis des mauvais traitements sur des animaux, et notamment l'extraction d'un veau avec un treuil. Pour ce qui concerne la jurisprudence, je renvoie les juristes à la jurisprudence rendue par la Cour d'appel de Poitiers le 13 novembre 2013. Le numéro s'affiche. Ça concerne une séparation de couple. Alors là, c'est très éloquent. Étranglement, crémation du chien filmé et menace envers l'épouse à l'origine de la séparation pour lui dire le prochain si tu me quittes, c'est toi. Jurisprudence de la Cour d'appel de Caen, 17 décembre 2015, demande d'ordonnance de protection et production par la victime d'attestation de violence physique et verbale envers elle, sa mère et certains animaux du haras. Donc l'animal de rente est aussi concerné. Législation nationale, donc dans l'infraction de violence domestique, il n'y a pas de mention de l'animal. Dans l'ordonnance de protection, l'animal non plus n'est pas là. Par contre, il peut être présent indirectement. Les juristes le comprendront, puisque les animaux qui sont biens communs, soumis au régime des biens communs et qui sont dans la maison, sont des meubles meublants. Donc, si on attribue le domicile, la résidence familiale à madame, par exemple, on attribue avec les chiens à l'intérieur. Pour ce qui concerne, excusez-moi, loi brésil français, voilà. Violence domestique, lien absent, vous avez le récapitulatif. Donc il n'y a rien sur l'animal qui a lui-même ses dispositions propres pour sa protection, sans prise en compte du lien. Donc je crois que Jean-Pierre Marguerite est passé vous voir, donc vous connaissez les différentes infractions concernant l'animal. Pour rappel, ça y est pas. Donc pour rappel, mauvais traitement, sévices graves, actes de cruauté, atteinte à la vie volontaire notamment,
Et donc, ce qui est patent, c'est qu'il y a un problème d'application. Les parquetiers ne donnent pas toujours suite aux plaintes. Et la difficulté, c'est que, du coup, pas vu, pas pris, bécaria. Ce qui est certain, c'est la certitude que la peine va tomber et on sait qu'elle ne tombera pas. Donc, c'est délicat. Pour ce qui concerne les ordonnances de protection, dans les mesures provisoires, rien sur les animaux, donc je vous rappelle. Ensuite, concernant le secret professionnel, donc vous savez que les médecins, les praticiens de santé, les avocats sont assujettis au secret professionnel. L'article 226-14 du Code pénal prévoit la levée du secret, mais seulement si l'intérêt menacé est un mineur, une personne vulnérable, ou pour privation ou sévice de ces individus, en fait. Dans chacun des cas, c'est soit privation, soit sévice. Le médecin, avec l'accord de la victime, en dehors de ces cas, peut aussi révéler l'infraction. Ici, donc, l'animal est absent du code pénal au niveau de la levée du secret professionnel. Mais, comme l'a rappelé dans un numéro de 2015 de la revue des vétérinaires, le vétérinaire Ghislaine Janson, le vétérinaire doit signaler les cas de maltraitance. Pourquoi ? Parce qu'il y a un article L203-6 dans le Code rural et de la protection et de la pêche maritime, qui précise que le vétérinaire doit informer des manquements à la réglementation relative à la santé publique vétérinaire. Et ce que le docteur Janson fait de très intéressant, c'est qu'elle annonce que dans le volet sanitaire, il y a un volet protection animale dans la santé publique vétérinaire. Donc, un volet sanitaire et un volet protection animale. Donc le vétérinaire doit faire ses signalements. Si par l'animal il apprend qu'un enfant, une femme a été maltraité, il doit aussi l'annoncer. Dans le même sens, on a une décision du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires qui énonce que le secret professionnel est destiné à protéger le client et la qualité de la relation de confiance établie avec son vétérinaire, mais il ne saurait avoir pour but de protéger le client délictueux ou criminel. Donc le secret ne couvre pas tout. Toute la vie privée du couple, non. S'il y a infraction, obligation de dénonciation. Voilà. Donc les vétérinaires qui ne signalent pas les maltraitances sont en faute, au moins déontologiquement. Pour ce qui concerne les demandes de prise en compte de ce lien en France, vous pourrez trouver en faisant des recherches nombre d'acteurs du monde judiciaire, social et médical, mais encore deux importantes questions ministérielles qui reviendront dans les 3 slides et les 3 formes de lien. La question écrite du député Ilmeyer Francis et de Madame Laurence Abeille, et la question écrite de Monsieur Claude Kern, qui est sénateur. Vous avez les références. Pour ce qui concerne une déclaration de la CNIL très intéressante, elle renvoie au fait que dans les données qui sont listées par la Direction générale de la cohésion sociale en cas de traitement des demandes d'hébergement d'urgence et de logement d'insertion, il y a une mention de la présence d'un animal. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils en font avec, mais en tout cas, c'est noté. Alors, maintenant, on va passer au lien entre enfance maltraitée et violence animale. Pour ce qui concerne les mesures préconisées sur le volet social, on a au moins la meilleure communication entre les services sociaux et les acteurs du monde animal, comme tout à l'heure, les services vétérinaires, les associations de protection animale avec les enquêteurs, le signalement de la maltraitance animale ou infantile entraînant enquête croisée et poursuite automatique. Concernant le volet juridique, à l'international, il est proposé de prendre en compte les violences sur l'animal ou l'exposition du mineur à un spectacle d'animaux sanglants, donc les violences sur l'animal commises en sa présence, évidemment, pour prendre en compte ça, pour que ça impacte en matière de droit de visite et d'hébergement, et aussi en matière de retrait de l'autorité parentale. Pour ce qui concerne ensuite les violences ou les expositions similaires, elles pourraient être intégrées dans l'infraction de maltraitance sur animal. Et encore, sinon, la violence devant enfant pourrait entraîner une sanction plus sévère et spécifique. Et enfin, on pourrait encore une fois modifier les contours du secret professionnel pour les pays où il n'y a pas de prise en compte de cette difficulté. Pour ce qui concerne le droit comparé, on a l'État de New York. L'infraction d'atteinte au bien-être de l'animal, la privation de soins ou la maltraitance constitue un acte de cruauté sur un enfant, si ça est fait en sa présence. Plusieurs États américains ont des lois exigeant que les agents de contrôle animalier soient mandatés pour reporter aussi les cas de négligence ou de maltraitance d'enfants. Dans l'Oregon, cette maltraitance est une infraction grave si elle est commise en présence d'enfants mineurs.
Et le Michigan et l'État de New York sont en voie d'augmenter la sanction dans ces cas. À New York encore, on est en voie de criminaliser l'exposition des mineurs à des combats d'animaux. Le Texas élabore une loi actuellement incluant les animaux dans les ordonnances de protection des enfants maltraités. Pour l'actualité, mettant en évidence ce lien. Dans le télégramme du 15 février 2007, on retrouve privation de soins et d'alimentation envers des mineurs de moins de 15 ans et sévices et actes de cruauté envers les animaux. On a 41 animaux, 2 enfants de 1 et 5 ans, tous privés de soins dans 80 mètres carrés habitables. Dans un numéro de France 3 Région Normandie du 23 mai 2016, on a le cas d'un enfant de 3 ans laissé seul dans un appartement immonde avec des cadavres de chiens et de chats. Donc on voit dans ces deux cas qu'il y a négligence de l'enfant et négligence de l'animal, donc maltraitance sur les deux par négligence. La jurisprudence montre, pour la Cour d'appel de Rouen, dans un arrêt rendu en 2013, un cas de placement d'enfants dans un cadre de violence conjugale, à savoir agression sexuelle sur mineur de 15 ans, ça veut dire que l'enfant a moins de 15 ans, violence sur conjoint, et encore ici, maltraitance sur les animaux domestiques de la famille. Pour ce qui concerne un arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse, on décrit dans cet arrêt un climat de violence verbale entre les adultes, outre des gestes de violence du prévenu contre les objets, table renversée plusieurs fois, ou les animaux, 2 chats défenestrés. Contexte donc favorable, en l'espèce, aux abus sexuels sur les enfants de la famille qui étaient totalement apeurés. Enfin, dans un arrêt de la Cour d'appel de Rennes de 2015, on a une suspension de droit de visite. Alors pourquoi ? Parce que le père a adopté à l'égard de ses filles des attitudes récurrentes ou totalement inappropriées, à savoir des oublis, des cris, des menaces, y compris de mort, et là encore, des violences à l'égard des animaux. Donc, si on revient sur la législation nationale, la maltraitance animale familiale ou familiale est cause de retrait de l'autorité parentale ? Non. On n'a rien décrit. Le retrait de l'autorité parentale, aujourd'hui, il faut vraiment y aller pour perdre son droit, son enfant, l'autorité parentale. Donc, voilà. Pour ce qui concerne le retrait de droit de visite et d'hébergement, on n'a rien dans les textes. Par contre, la jurisprudence, elle nous montre que c'est tout à fait possible d'aménager, voire de retirer le droit de visite et d'hébergement du parent. Je vous renvoie à la jurisprudence que je vous ai exposée juste précédemment. Enfin, pour l'exposition à un spectacle d'animaux sanglants, on pense au combat de chiens, mais aussi au corrida et au combat de coqs. C'est pareil que la maltraitance animale, donc il n'y a rien dans les textes. La jurisprudence devrait normalement inciter à ce retrait, voilà. Mais en fait, il faut penser à l'exception culturelle avec les corridas et les combats de coqs. Et les corridas, on sait qu'il y a encore des enfants en France qui pratiquent des exactions sur les veaux. Pour ce qui concerne les éléments de maltraitance de l'enfant, alors non, ce n'est pas un élément qui est repris par les textes. Et il semble important de définir par une infraction spéciale la maltraitance d'enfants en France. Et ce serait intéressant quand on l'aura fait de l'intégrer dedans. Actuellement, les coups et blessures, pour rappel, les coups et blessures sur un enfant, c'est pareil que sur un conjoint, c'est une circonstance aggravante. Bon là, en l'espèce, il y a 2 circonstances aggravantes, parce que 1, il y a le lien de parenté, et 2, il y a la minorité. Sinon, les mineurs disposent de protections spécifiques, notamment en matière d'agression et d'atteinte sexuelle, mais là encore, il n'y a pas de trace de l'animal. Et pourtant, pour les contours du secret professionnel, on peut reprendre ce que j'ai exposé juste précédemment. Donc, les demandes de prise en compte de ce lien en France, s'il y a des absents, il ne faudra pas qu'ils m'en veuillent. Il y a Stop Violence France avec M. Jacques Barbier, il y a One Voice, il y a Pour les parents et leurs enfants, il y a le CRAC, la FLAC, Anticorrida, ACVM, et puis encore les questions ministérielles précédemment citées. On va passer maintenant rapidement et succinctement, parce que c'est le lien le moins étudié, celui qui bénéficie le moins de notes sur le sujet. C'est le lien entre violence sur personnes vulnérables et maltraitance animale. Rappelez-vous la définition que je vous ai donnée en début de l'intervention. Donc il faut savoir que les aidants, ils sont parfois à bout de nerfs, ils ont des difficultés personnelles et parfois ils ont subi eux-mêmes des violences. Donc ils battent, ils blessent, ils tuent ou ils privent de soins les animaux des personnes qu'ils aident dans 35% des cas. Donc c'est un sondage des Adult Protective Services qui a montré ça. Les mesures préconisées, là encore, des meilleures communications entre les hommes de terrain, et quand on voit que beaucoup de personnes qui s'occupent des majeurs sous tutelle ne les aident même pas à faire le ménage chez elles, on peut douter
de la mise en place de tels services. Idem pour les enquêtes et poursuites enfance maltraitée, donc là, pour le cas des personnes vulnérables maltraitées. Les mesures préconisées sur le volet juridique, inclure dans la circonstance aggravante de l'infraction de violence sur personnes vulnérables la maltraitance de l'animal, modifier les contours du secret professionnel dans les pays où ce n'est pas déjà fait. Il faudra comparer, il faut savoir que ce sujet d'étude est assez récent. C'est depuis le milieu des années 90 vraiment qu'on s'intéresse à ce qui advient de l'animal, de la personne vulnérable et puis même de la personne vulnérable elle-même. Je vous invite à chercher le nombre d'associations qui s'intéressent aux personnes âgées et aux personnes vulnérables et vous verrez, vous serez déçus, il n'y en a pas beaucoup. Pour ce qui concerne l'État de Washington, actuellement, ils essayent de mettre en place une extension du champ de protection à la maltraitance sur animaux, dont le contact sexuel avec la personne vulnérable. En Californie encore, ils essayent d'ajouter à la maltraitance animale, infantile et sur-aînée ou personnes dépendantes à la liste des crimes violents. Les actualités mettent en évidence ce lien. Comme je vous l'ai dit, c'est la forme de violence la moins étudiée, mais c'est aussi la moins rapportée, c'est la plus silencieuse. Seulement 7% des cas sont connus selon les études américaines. Donc il n'y a pas de cas national récent. J'aurais pu vous en trouver de 2013, mais récemment il n'y a rien eu. Dans la presse. Pour ce qui concerne la jurisprudence, je vous ai trouvé un petit cas quand même. J'ai oublié de vous parler du Colorado, qui a une ordonnance de protection sur personnes vulnérables dès 60 ans, lorsque l'animal, c'est automatique là encore, lorsque l'animal est instrumentalisé ou maltraité pour contrôler, punir, intimider ou exercer une revanche contre la personne vulnérable. Donc, dans la jurisprudence, c'est un cas un petit peu voisin, puisqu'il s'agit de deux personnes qui avaient décidé d'élire domicile et d'exploiter des personnes vulnérables qui étaient sous curatelle et tutelle, et qui avaient donc forcé ces personnes à leur donner des fonds, avaient violé la femme, violenté, extorqué les deux, tué leur chat, et forcé l'homme à tuer le chien. Pour ce qui concerne maintenant la législation nationale, idem pour les coups et blessures, c'est une circonstance aggravante, mais il n'y a pas de trace de l'animal. Et pour ce qui concerne le secret, je vous envoie au reste. Pour les demandes de prise en compte de ce lien en France, on retrouvera encore One Voice et les deux questions ministérielles qui englobent toutes les formes de lien. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Madame Richaud, c'est au tour de Madame Marie-Christine Favé. Nous enchaînerons avec des questions pour vous, public. Je vous demanderai de respecter l'horaire puisqu'il faudra finir vraiment à 20h. Voilà. Alors, si je le trouve, je vais vous faire défiler un diaporama qui n'a pas forcément de lien. Je n'ai pas besoin de suivre le lien diapo par diapo, mais là déjà, je ne sais pas comment. Ah, voilà. Peut-être, moi, déjà j'ai un parcours un peu, en deux mots, je vais quand même vous donner un peu mon parcours parce qu'il est un peu atypique par rapport à ce que vous pouvez peut-être attendre, ce qui a été évoqué par rapport aux vétérinaires depuis le début de la conférence, dans le sens où on s'attend du vétérinaire, enfin de devoir témoigner à un vétérinaire praticien, un vétérinaire praticien qui a lui au contact d'animaux qui ont subi des violences et qui peut donc faire le lien avec la famille. Donc c'est pas du tout mon cas, dans le sens où, comme vous l'a présenté tout à l'heure Charlène Blanc, moi je travaille essentiellement autour de la relation homme-animal. Qu'est-ce que ça sous-entend pour moi, une relation homme-animal? Là où je me situe, je suis vétérinaire de formation, mais où je me situe depuis le début de mon exercice professionnel, c'est de faire le lien entre l'animal et l'humain dans les deux sens. Dans les deux sens, je